Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il y a des moments où on ne sait plus, très franchement. On ne sait plus quoi penser de ce régime, s'il est aussi redoutable qu'on le dit ou s'il ne peut fonctionner que grâce à l'argent qui lui tombe dans le giran sans qu'il ne fasse quoi que ce soit pour le gagner. On ne sait plus quoi penser parce que ce régime est d'une telle ambivalence qu'il laisse songeur. D'un côté, quand vous entendez s'exprimer un Sellal, certains ministres, certains walis, certains politiciens et certaines politiciennes, vous en arrivez à penser que vous faites un mauvais rêve, qu'une telle incompétence à des niveaux aussi élevés de l'État n'est juste pas possible. Pourtant, vous ne rêvez pas et vous savez que vous ne rêvez pas. Que cette incompétence, que cette incapacité intégrale, que l'improvisation qui règne en maître sont bien réelles. Et même qu'ils distinguent ce système, qu'ils sont sa marque de fabrique. Aucun doute donc, ce régime se distingue bel et bien par son incompétence crasse, dans laquelle il se vautre en s'ébrouant. Nous savons tous, pour l'avoir si souvent éprouvé dans notre vie de tous les jours, dans la dégradation à peine imaginable de notre pays, que la réputation de grande compétence zama de ce régime, de ses stratèges, de ses services, de ses supposés cerveaux, est largement usurpée. Mais ce n'est pas aussi simple pourtant. Parce qu'un régime aussi incompétent que je suis en train de l'affirmer ne peut pas s'imposer à la tête de tout un pays, de tout un peuple pendant plus d'un demi-siècle sans coup férir. Puisque même quand des forces et d'autres ont tenté de le chasser, de le débusquer, elles n'ont pas pu l'ébranler. Et ce sont les citoyens les plus faibles, les plus désarmés qui ont été broyés à chaque fois. Qu'on le veuille ou non, ce régime a réussi la gageure de monter tout le monde contre tout le monde, de distiller la haine, de réprimer quiconque ose le contester, quel qu'il soit. Depuis 1962 à ce jour, rien ne l'a arrêté, ni les leaders révolutionnaires qu'il a fait emprisonner, torturer, assassiner, ou pire encore, corrompre, qu'il a corrompu, ni les Algériens qui sont sortis dans la rue et qu'il a réprimés dans le sang, ni l'insurrection islamiste qu'il a su manipuler jusqu'à la contrôler totalement, jusqu'à la retourner contre la population, les populations civiles, ni les dizaines de milliers d'intellectuels qui ont tenté, un tant soit peu, de se mobiliser et qu'il a réduit au silence en les corrompant, en les poussant à l'exil, ni les rares partis politiques qui ont tout à fait, ou plutôt tout fait, vaille que vaille, pour résister et rallier autour de la colère diffuse des Algériens qui ne trouvent pas le chemin de la dignité, puisqu'ils ont été, eux aussi, neutralisés ou invités à se servir au râtelier où ils se bousculent désormais. Résultat des courses, nous en arrivons à conclure que ce régime est en même temps d'une parfaite incompétence pour ce qui est de la bonne gouvernance du pays, au moment où il est d'une redoutable efficacité quand il est question de se maintenir à la tête de ce pays, de le piller, de le saccager, de réduire au silence et à l'impuissance quiconque ose menacer sa mainmise sur le pouvoir. C'est sous cet angle, je crois, qu'il faut envisager les tiraillements qui agitent ce régime en ce moment. Les graves accusations que vient de lancer Saadani contre d'autres barons du régime, dont celui qui fut Arab Betzaïr, dont ceux parmi les putschistes de 92 qui ont fait couler des fleuves de sang, dont l'actuel Premier ministre, dont l'ex-SG du FLN et tant d'autres, doivent être interprétés à l'aune de cette ambivalence, de ce régime qui est incompétent autant qu'il est redoutable.
là, en l'occurrence, c'est le signe qu'il est dans une phase d'autolyse. Ces abcès de fureur politique, si tant est que c'est cela la politique, sont les symptômes qui ne trompent pas, qui ne trompent plus, d'une maladie qui ronge non seulement le système, mais le pays tout entier. Ils sont tout autant le signe de l'incompétence intégrale qui nous mène droit au mur que ceux des redoutables manipulations des uns et des autres contre les uns et les autres et qui nous mènent tout autant au même mur. Aujourd'hui. Jeune Afrique, Algérie, Ammar Saïdani s'attaque à nouveau au général Toufik par Nadia Lamnili. All Huffington Post. Accusation de Saïdani, Belkhadim réplique. Negas menace de recourir à la justice par rédaction de HuffPost Algérie. TSA, le PT qualifie les propos de Saïdani de dérive. Interpelle Bouteflika par Sonia Lies. Saïdani tire à vue. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir Madame Chafia Mentaleshta. Bonsoir. Bonsoir, qui est une femme politique franco-algérienne, députée de l'Union des forces démocratiques et sociales. Tout à fait. Voilà. Vous voulez nous dire quelques mots sur votre formation ? Écoutez, globalement, c'est une formation plutôt social-démocrate qui essaye de défendre des valeurs, si je devais faire un parallèle avec la France, plutôt des valeurs de gauche, et qui essaye d'apporter sa pierre à la construction d'une Algérie moderne, juste et solidaire. Très bien. Et vous y êtes, vous la représentez, vous êtes une... Voilà, je suis parlementaire, je représente les Algériens de France depuis 2012. Très bien. Alors, nous aurons aussi avec nous, malheureusement, ils ne sont pas encore là, Houssine Gidel, anthropologue et analyste politique, et l'homme du jour, si je peux me permettre, qui a été cité plusieurs fois par Saïdani, qui a tiré à boulet rouge sur lui, Rachid Nekez, homme politique algérien, chef de parti politique. Et nous aurons Karim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale, l'UDS, depuis l'Algérie, au téléphone depuis l'Algérie, pardonnez-moi. Chafia Mentaleshta, donc cette histoire de Saïdani qui, comme ça, d'un coup, tire à boulet rouge, et beaucoup de gens ont dit « Ah, voilà donc la rentrée sociale annoncée, aussi chaude qu'on nous l'avait promis ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Quitte à choquer, moi je n'ai pas trouvé que c'était si chaud que ça. J'ai trouvé qu'après 4 mois d'absence, que M. Saïdani résume sa rentrée sociale à quelques insanités jetées ci et là, c'est pas l'équivalent de la rentrée sociale. La rentrée sociale, c'est ce que vont vivre les Algériens après l'adoption de la loi de finances 2017, quand ils vont voir qu'on a... ils vont avoir une quittance d'électricité qui va être encore plus importante pour l'eau, etc. Je dirais que M. Saïdani fait pas trop de politique en ce moment, il fait beaucoup de diversion. On a un peu l'impression qu'il y a 2 temporalités en Algérie. Il y a la temporalité médiatique, où tout le monde se lâche, raconte des blagues pour certains, insulte d'autres, etc. Et puis il y a la temporalité politique, celle qui devrait être au cœur justement des partis politiques et des hommes et des femmes politiques, qui est un petit peu mise de côté. Donc pour moi, c'est quand même une rentrée sociale un peu ratée. Mais en l'occurrence, Saïdani est en train de, quand je dis tirer à boulet rouge, le mot est faible. En fait, il désigne Toufik, l'ex-général-major, l'ex-Arab Bedzayr, celui qui, pendant une vingtaine d'années, avait la haute main sur toutes les affaires politiques du pays, qui nommait, qui dégommait, et qui a été donc lui-même dégommé après tout ce temps, et dont on dit qu'il serait encore à certaines manœuvres, puisqu'il détiendrait certains dossiers sur un peu tout le monde. Et là, Saïdani, en l'occurrence, il l'accuse d'être derrière tous les coups fourrés qui ont lieu en ce moment, y compris Nekez, qu'il appelle Nekez. Mais avant de revenir à vous, nous allons écouter un petit extrait, où nous allons en écouter 4 en fait, que nous allons répartir sur toute l'émission. Ça va nous faire de la compagnie. D'accord.
أعود لبعض من يتقمص أو يريد أن يتكلم باسم الفئات. هناك 19 وهناك 14 وهناك 12، كلهم واحد، لكن ليس الله هو من ادعى الإلهية. Alors il parle de ces fameux 19, il dit puis qui sont devenus 14, qui sont devenus 12. Non, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Ouais. Il y a la lettre des 19, effectivement, qui avait été adressée directement au président de la République, qui avait été co-signée, entre autres, par Zahra Drif et Madame Louisa Hannoun. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il parle des 14, qui est un texte rédigé et co-signé par 14 anciens moudjahidines, mais surtout anciens condamnés à mort. Ah oui. Ce n'est pas du tout, on ne parle pas du tout de la même chose. Et là, pour le coup, très franchement, en étant moi-même fille d'un moudjahid de la Fédération de France, je trouve que les propos qu'il a tenus en direction des moudjahidines et de ces anciens condamnés à mort, qui s'ils n'avaient pas donné de leur jeunesse, de leur énergie, ce monsieur ne serait pas là pour pouvoir en parler. Il serait peut-être encore un sujet de la République française. Il serait peut-être encore au fin fond de sa campagne à peut-être compter ses moutons. Donc j'ai trouvé, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué et le plus choqué de la part du secrétaire général du Front de Libération Nationale. Mais par ailleurs, il parle des moudjahidines, lorsqu'il parle du FLN, il dit le FLN, seuls les moudjahidines qui en font partie peuvent décider de son sort et ne pas le mettre au musée. Ça. Je veux dire, ce monsieur, vous savez, c'est comme quand vous avez des structures associatives. Moi, je prends souvent l'exemple, je suis de Blida, je prends souvent l'exemple de Shrea. Il y a Shrea, puis il y a une association qui s'appelle les Amis de Shrea. Et les Amis de Shrea, c'est pas Shrea. Et le parti FLN, c'est pas le FLN. C'est pas le FLN, canal historique, c'est pas le FLN qui a porté les valeurs de la Révolution. Et les moudjahidines dont il parle, ce sont eux qui ont porté les valeurs de la Révolution pour lui permettre aujourd'hui d'être normalement un homme libre, dans un pays libre et indépendant. Donc, il ne peut pas dire que ces gens ne font pas partie du FLN, ils ne font pas partie de son FLN, oui. Le FLN dont il est le secrétaire général, peut-être, mais ils sont le FLN au sens noble du terme, dans le sens où ils ont quand même répondu aux consignes du FLN pour porter les armes, pour se battre contre la puissance coloniale. Donc je ne crois pas qu'ils attendent de M. Saadani une quelconque leçon d'éthique ou de morale. Mais parlant de son FLN, il dit que personne ne pourrait mettre son FLN, comme vous dites, au musée, surtout depuis qu'il a été placé sous l'égide du grand moudjahid. Il dit ces mots, hein, le grand moudjahid qui Bouteflika. Oui, mais enfin, M. Saadani fait de la diversion. Moi, j'ai lu la lettre des 14 et à aucun moment dans ce courrier, il n'est dit qu'ils voulaient mettre le FLN au musée. Ils disent dans cette lettre qu'ils veulent que le FLN retrouve ses lettres de noblesse et qu'il soit géré par des vrais militants du Front de Libération Nationale. C'est pourtant la demande d'un peu tout le monde, hein, que le FLN, qui a appartenu à tous les Algériens, qui a représenté la lutte Libération Nationale, ne puisse plus devenir un parti au service d'un régime qui est là pour permettre à une mafiocratie de faire main basse sur le pays au nom justement de cette révolution, de ce FLN, des Chouhada, dont ils ont fait un fonds de commerce, véritablement. Mais franchement, moi j'ai envie de vous dire que M. Saadani et peut-être ces dernières années, parce que je sais qu'il a cité M. Belkhadem également, je ne suis pas sûre qu'ils aient eu des comportements ou des pratiques très contradictoires. C'est eux qui ont mis le FLN au musée déjà. Le FLN historique,
quelque part, n'existe plus aujourd'hui en Algérie. Il y a un parti qui se camoufle derrière ces 3 lettres, ces 3 mots, le Front de Libération Nationale, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, on n'a pas du tout l'impression qu'on a affaire au Front de Libération Nationale. En tous les cas, moi, je n'ai pas l'impression que c'est le Front de Libération Nationale sous lequel mon père a combattu. Eux, ils disent le contraire, ils disent que c'est le digne héritier du Front de Libération historique, comme l'ANP, la digne héritière de la LN. Mais nous allons revenir sur ça et nous allons accueillir Karim Tabou qui est avec nous au téléphone depuis Alger. Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir et bonsoir à vos invités, à nos invités. Alors Karim Tabou, cette histoire, cette algarade pour le moins, donc Saadani qui tire à boulet rouge sur un peu tout le monde, y compris sur la France, dont beaucoup de gens pensaient qu'elle soutenait un peu ses propres protecteurs. On ne comprend plus rien pour vous dire. Enfin, il y a une bonne expression qui dit ce sont les loups qui crient aux loups, hein, et on est dans une situation où nous allons essayer d'interpréter ça sur le plan politique dans un pays où le pouvoir, le cercle de Saïdani avait professé pendant des années 2 mots d'ordre essentiels. Le premier mot d'ordre, c'était la réconciliation nationale. Et puis le deuxième mot d'ordre, c'est les réformes politiques pour aboutir à ce qu'appelle Saïdani l'État civil ou la Deuxième République. On voit très bien que si la réconciliation nationale, dans ces 2 volets, dans ces 2 niveaux, le premier niveau c'est concernant les victimes, concernant le peuple algérien, on a tout simplement imposé une logique d'impunité absolue. Tous ceux qui se sont rendus responsables de situations, de crimes et de tous les drames qu'a vécu le peuple algérien, tout simplement, ils bénéficient de l'impunité. Mais malheureusement, cette réconciliation, à l'intérieur du pouvoir, elle sert encore de moyen de chantage des uns contre les autres. En fait, elle constitue un élément sur lequel s'appuient certains pour accuser d'autres. Et on voit très bien, avec la complicité d'ailleurs de la France, et à chaque fois il y a des dossiers qui sont tout simplement le moyen de chantage. Et simultanément, à chaque fois que le nom de Toufik et à chaque fois qu'il y a des événements qui contrarient un peu le président ou son cercle, ses amis, que ce soit les dossiers de corruption qui sont portés à la connaissance du public, que ce soit les hommes politiques qui prennent des initiatives politiques, et à chaque fois, on voit très bien que quand brandit la menace de sortir des dossiers, on a bien évoqué dans ce chantage l'assassinat de Boudiaf, on a évoqué des actes d'assassinat pendant la décennie noire, et aujourd'hui on évoque les événements de Ghardaïa. Les gens oublient qu'à Ghardaïa il y a eu plus de 30 de morts. Donc on est dans une situation un peu difficile, c'est-à-dire que nous n'avons pas le décodeur. Ce langage, nous comprenons à peine ce qu'ils veulent se dire entre eux, et parce que c'est une langue qui n'existe pas dans la liste des langues qu'on connaît, c'est une langue particulière, et nous n'avons pas le décodeur, nous n'arrivons pas à décrypter la totalité des messages qui sont adressés par les uns et les autres. Et on voit très bien que finalement, il y a une barrière qui est dressée contre les Algériens pour qu'ils ne s'immiscent pas dans leurs affaires, pour qu'ils ne cherchent pas qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, que ce soit les événements qu'a connu le pays pendant la décennie noire, et aujourd'hui les crimes économiques qui sont d'une ampleur extraordinaire,
qui sont commis en Algérie, il y a une barrière qui est tout simplement dressée contre les militants, contre la presse, contre les partis politiques. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Et à l'intérieur, est-ce que vous m'entendez, Karim Tabou? Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, vous semblez rejoindre Shafia Mentaleshta qui parle de diversion. Ce serait de la diversion pure et simple, selon vous? De la diversion peut-être pour essayer d'amuser le débat autour de ça, mais en tout cas, il y a une situation qui explique bien que le pouvoir n'est pas homogène, les centres de décision sont plusieurs et les perspectives du pays tout simplement sont bloquées et on est en train de frôler une situation de confusion et de crise profonde, sérieuse. Et donc, il y a de tout, il y a de la diversion, mais il y a également une incapacité du régime à se donner un souffle, à se donner une perspective sérieuse, à fixer des horizons clairs. Et là, le pouvoir, très clairement, peut provoquer des situations difficilement supportables pour les citoyens. D'avoir accepté notre invitation en espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Merci. Alors, Rachid Nekaz vient de nous rejoindre. On nous a dit que vous avez des petits ennuis. Écoutez, je viens de sortir de garde à vue. Bonjour à nos invités. Merci d'être avec nous. Et ça fait plaisir de vous voir, enfin. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, quelque chose en relation avec les déclarations de Saadani? Écoutez, très clairement, la police française est venue me chercher ce matin à la gare Saint-Lazare. Ils étaient 11 policiers, Kanou Fayal, ce matin à la gare Saint-Lazare, et ils m'ont dit que vous êtes en garde à vue. Et pourquoi? À cause de manifestations devant les appartements de Saïdani, de Bouchouareb et de Sellel à Paris. Donc j'ai reçu la convocation. Je suis même invité à passer au tribunal le 20 janvier 2017. Une plainte a été déposée contre vous? Ou c'est une action publique décidée par le ministère public? Je crois que c'est les deux. Je crois qu'il y a à la fois une plainte de nos chers responsables algériens du ministère public français. Donc voilà. Très bien. Houssine Jidel, voilà, qui vient de nous rejoindre. Houssine Jidel est anthropologue et analyste politique. Merci d'être avec nous, Houssine. Merci pour l'invitation. Vous êtes au piquet, tous les deux, pour avoir pris du retard. Alors, nous allons revenir à cette histoire de Saadani. Nous allons écouter une petite intervention, enfin un extrait de son intervention, et nous allons l'écouter maintenant pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. باريس اللي فيها حالة الطوارئ تروازيام ديجري كما يقولوا ينقز فيها النقاز على ديار الناس. اسمعوا لولا التواطؤ، وأقول من هنا ليس باسم الدولة الجزائرية ولا باسم مؤسساتها، أقول باسم الحزب كمناضل. ضباط فرنسا راحوا والنقاز ما يجيب والو. فرنسا إلا تحب تتعامل مع الجزائر تتعامل معها من خلال المؤسسات، ما بقى لا إكس لا يجريك، من خلال المؤسسات. وهنا تحتم علي نقول كيفاش في هذا الوقت خرجوا في جماجم الجزائريين، وفي هذا الوقت تحدثوا على الحركة، وفي هذا الوقت يبينون في عضلاتهم، وفي هذا الوقت يديروا اجتماع على ليبيا اللي في حدودنا وما نحضروش، وفي هذا الوقت اللي احنا في حاجة إلى مساعدة وتكاتف نلاقي هذه الإهانات الجديدة من دولة تقول أنها صديقة. Là, c'est clair.
pas d'équivoque possible. C'est une attaque en règle contre la France, contre les Guèzes, comme ils les appellent. Les Guèzes, les sautillants, les sauteurs, tout ça. Il dit que le temps des officiers de la France est révolu, que les Guèzes ne fera rien, que si la France veut obtenir quoi que ce soit, elle ne doit pas passer par ces histoires de Guèzes, mais qu'elle doit s'adresser aux vraies institutions. Et puis en passant, on se demande comment il s'est rappelé de cette histoire que certains militants ont dénoncé depuis des décennies maintenant. C'est rappelé des crânes des résistants algériens qui sont depuis plus d'un siècle au milieu de l'homme à Paris. Que l'Algérie n'a même pas revendiqué officiellement, puisque les autorités françaises ont dit clairement que si les autorités algériennes les revendiquent, les réclament officiellement, il n'y a aucun souci pour les leur remettre. Donc il vient de s'en rappeler. Mais qu'est-ce? Écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant de voir une déclaration. D'abord, cette France, il dit que c'est la France qui vous utilise. Vous venez de nous apprendre que vous venez d'être interpellé par la justice française. Écoutez, j'invente rien. Oui, alors expliquez-nous un peu. Convocation en justice le 20 janvier 2017 à 9h, suite à des plaintes liées aux manifestations devant l'appartement de Saïdani à Neuilly, devant l'appartement de Bouchouareb dans le 5e arrondissement à Paris, devant l'appartement de Rim Sellal à Paris. Il dit, il dit cela dans son... C'est la France qui protège les appartements de Saïdani, de Bouchouareb et de Sellal. C'est une vérité. On a organisé des manifestations avec des militants algériens ici à Paris. Qui était devant les appartements? C'était la police française. يعني الشرطه تاع فرنسا هي راهي تحمي في الديار تاع سلال تاع بوشوارب تاع سعيداني. يعني ما كاش شك, il y a aucun doute là-dessus. C'est la France qui protège ces hommes politiques algériens soupçonnés de corruption car ils ont acheté des appartements avec de l'argent dont personne ne connaît la provenance. Et j'ai saisi l'organisme français qui s'appelle Tracfin, j'ai saisi le juge anticorruption M. Renaud Van Brunbeck qui a déjà saisi l'appartement de l'ami intime de Chakib Khalil, il s'appelle Omar Habour. Qui est M. Omar Habour? C'est un monsieur qui a la double nationalité, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et qui a ouvert... Je crois. Tout à fait, par l'Italie, parce que la justice italienne est beaucoup plus courageuse que la justice française. Et il a ouvert un compte à Panama pour la fille du Premier ministre algérien en 2004, pour mademoiselle Rim Sellal. Et il a aussi ouvert un compte à Panama pour madame Chakib Khalil. Donc on voit bien que c'est une organisation bien huilée, et la France sait exactement qui est corrompu chez nos responsables politiques algériens. Mais là, on va aller doucement, douga. Moi, je suis tenté de vous poser une question, même si elle sort un peu du sujet, mais nous allons y revenir. Pourquoi, Rachid Nekez, vous intéressez-vous seulement aux biens immobiliers de second couteau? Pourquoi on ne vous a pas vu sur le terrain à chercher ou à dénoncer les biens de barons autrement plus des grands requins blancs, ceux qui disposent de milliards de dollars, pas seulement quelques logements de quelques dizaines de millions au mieux. La fille de Sellal a un appartement qui coûterait 800 000 euros. 860 000 euros, voilà. 15 milliards de centimes. Vous savez, j'ai un principe très simple. Je ne suis pas un justicier. Je suis un homme politique algérien qui veut améliorer la démocratie algérienne. Et je m'attaque exclusivement à ceux qui ont un mandat du peuple algérien. Je ne m'attaquerai jamais aux militaires, jamais aux chefs d'entreprise, jamais aux hauts fonctionnaires. Je m'attaquerai exclusivement à ceux qui sont ou députés ou responsables de partis politiques ou premiers ministres. Mais les vrais maîtres du pays ne sont pas ces gens-là. Les vrais maîtres du pays, c'est le Saïd Bouteflika, c'est Gaïd Salah. Écoutez, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Vous savez, moi... C'est on le nomme, on le dégomme, on le change en marchant. Il ne bouge pas, excusez-moi, mais il ne bouge pas. Oui, parce qu'il arrange bien leurs affaires. Écoutez, ça fait des années qu'on dit que Saïdani va partir, il est toujours là. Ça fait des années qu'on dit que Sellal va partir, il est toujours là. Ça fait des années qu'on dit que Bouchouareb va partir, il est toujours là. Moi, je rejoins M. Nekez. Moi, je ne vous connais pas. Je vous connais à travers ce que vous faites. On fait connaissance aujourd'hui. Oui, voilà. Oui. Mais moi, je ne suis ni avec un clan ni avec l'autre. Je suis connu. Je suis contre DRS. Je suis contre Bouteflika. Je suis contre tout le monde.
ولاد الكلبة وكل كلاب. Moi, il n'y a pas de... Vous n'insultez personne, c'est un dictat. Non, c'est un dictat algérien qui dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les clans du pouvoir. Je ne fais pas de différence. Mais on peut vous reprocher quelque chose. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué sur votre Facebook. Toutes les personnes que vous avez attaquées pour le moment, on peut vous reprocher quelque chose. Ce sont les gens du clan de Bouteflika. Vous n'avez jamais attaqué quelqu'un du clan de Toufiq. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais le premier en 2009 qui a dénoncé la corruption en Algérie, avec l'affaire Chérif Rahmani. Avec des documents qui ont traversé le monde entier. Chérif Rahmani a été... La télé française, les journaux français... Alors, dans le Canal enchaîné, dans l'Express, dans tous les... plus de 300 sites de toutes les langues ont repris ce que j'ai fait, révélé cet empire de la corruption. Vous n'avez jamais essayé d'être, vous étiez juste à côté, vous n'avez jamais été. On peut vous reprocher, on dit, est-ce que M. Nekez n'est pas, c'est pour cela, Saadani s'est permis de vous dire que vous êtes au service d'un clan contre un autre. Mais Saadani, à un certain moment, Hussein, Saadani était dans le clan de Toufiq. Celle-là, elle était dans le clan de Toufiq. Ils étaient tous, mais attention, ils étaient tous, mais avec la configuration, quand Bouteflika est arrivé au pouvoir, il a pris les rênes du pouvoir, on a vu qu'il y a deux centres de décision. Les gens sont désignés par leur appartenance à un clan. Mais donc je vous cite par exemple, que je fais partie de clan, c'est ça? Non, lui, il a dit... Non, moi je pose une question et vous devez répondre. Il n'y a pas que moi. La question est posée, on va le laisser répondre. Et surtout, je vous rappelle, par exemple, Chérif Rahmani, c'est le chouchou du Toufiq. Et ça, on le sait, tout le monde le sait. Oui. Je vous donne d'autres exemples. Vous savez aussi les biens de Ouyahia. Vous n'avez jamais parlé des biens de Yahya, de Tahkout, de tous ces gens-là. Est-ce que vous avez des papiers? Pourtant Yahya a pris la défense cette fois-ci. Oui. Il a pris la défense de moi, je vous ai cité un exemple de Chérif Rahmani. Il y a plus de 300 documents, et j'ai les documents, la presse française. Je reviens à vous dans un instant. Je reviens à vous. Je vais faire un tour de table. Que vous répondiez à ces gens, parce qu'on utilise ça. Je reviens à vous dans un instant. Madame Mentaleshta, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Hussein Jidel et de ce que vient de dire Rachid Nekez? Alors moi je m'excuse, mais je crois que je vais faire un peu tâche dans votre débat, parce que moi j'essaye d'être une femme politique. Je ne sais pas si j'en suis une à part entière. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas journaliste d'investigation. Je ne suis pas l'inspecteur gadget non plus. Je ne passe pas mon temps à voir ce que les gens ont ou n'ont pas et comment ils l'ont eu, parce que moi j'ai un mandat de la communauté algérienne établie en France pour essayer de trouver des solutions au règlement des difficultés qu'elle rencontre sur le terrain. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis général sur ce qui se passe en Algérie, bien évidemment. Très franchement, je m'excuse, Rachid, mais que M. Saadani ait des problèmes avec Rachid Nekez, je crois que c'est vraiment un problème entre deux. Je crois que ça n'intéresse pas les Algériens. Je ne pense pas. Non. Je crois que ça n'intéresse. Je crois que ça n'intéresse pas les Algériens, ni de l'étranger, ni de l'intérieur du pays, parce que ce qui intéresse aujourd'hui les Algériens, c'est comment on va faire face à la chute du baril de pétrole et comment on va faire face à l'augmentation du chômage, comment on va faire face à l'industrialisation du pays, comment on va faire face pour que ces 8 millions d'élèves qui sont rentrés à la rentrée scolaire de septembre puissent travailler et étudier dans des conditions qui soient des conditions correctes, avec des professeurs formés, avec des moyens de transport pour venir d'un village et pas faire 4 km ou 5 km à pied pour se rendre du lieu de domicile à l'école. Et je crois que franchement, les problèmes entre M. Saadani et M. Nekez n'intéressent pas les Algériens. Ce qui est choquant, c'est que j'ai un peu l'impression, et je m'excuse, j'essaie de parler, je ne veux pas être incorrecte, mais j'ai un peu l'impression que tout le monde est dans la politique spectacle et que personne n'est dans la politique. La politique, c'est pas dire celui-là il a volé, celui-là il a une maison, celui-là il a une fille qui a des millions. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe. Mais la politique,
c'est avoir un projet de société. Moi, je suis intéressée. Oui, mais moi, ce qui me manque chez M. Saadani Shafia comme chez M. Mentalesta. Nekaz, Shafia c'est Mentalesta, quel est le projet excusez-moi. de société pour l'Algérie. D'accord, mais excusez-moi, en Algérie, le problème de la corruption est le problème de tout le monde. Oui. Mais du planton à la mairie qui ne vous laisse pas rentrer pour oui. aller chercher votre extrait Oui, de mais naissance c'est et que- vous lui c'est filez que- pas 100 balles. Hein. C'est que la mafiocratie qui a le pays en otage. Elle a corrompu tout le elle pays. a corrompu tout le monde. Tout le pays. Elle est en pleine corruption, elle s'y vautre. La presse ne fait état que de cas périphériques. Elle ne parle pas de la vraie corruption, de la grande corruption. Et quand il arrive de temps en temps qu'une personnalité s'en prenne à ces périphéries, malheureusement, on ne s'est pas encore pris au vrai baron du régime. Mais c'est toujours ça, de prix sur l'ennemi. Hein, Très franchement. qu'un Sellel soit dénoncé, comment il s'appelle l'autre, le ministre Chérif Rahman. Chérif Rahmani soit Mais dénoncé. Ce sont c'est des bien. périphéries immédiates du régime. Mais vous croyez que les Algériens ne sont pas conscients Si, de mais ce qui se passe? il faut le dire. Les Algériens sont conscients de ce qui se passe. vous permettez Alors, de- je m'excuse, ils n'ont peut-être pas des détails, l'adresse de la maison d'un tel, ou etc. Ils n'ont peut-être pas ces détails-là. Mais ils sont tout à fait conscients qu'il y a une dérive flagrante ces 20 dernières années dans ce pays, que la corruption est à tous les étages, et très franchement, quand je dis à tous les étages, on part de la grande corruption à cette petite corruption qui vous rend la vie difficile tous les jours aux citoyens algériens. Celle de la mairie, du parking. Celle de la mairie, ouais. celle du parking, celle de comment je fais pour inscrire mon enfant dans cette école parce que je travaille dans ce secteur, mais il faut que je connaisse le directeur, etc., etc. Écoutez, il y en a même qui sont à jour, qui peuvent sortir du pays normalement avec un passeport en bonne et due forme et qui trouvent le moyen de passer la PAF avec quelqu'un qui les accompagne parce qu'ils ne veulent pas faire la queue. C'est pas de la corruption, ça Tout à aussi? fait. C'est aussi de la Et c'est corruption. peut-être pour ça qu'il faut crever les abcès. Voilà. C'est pour ça mais- qu'Arachid Nekaz est très suivi. oui, non, mais en Algérie. j'en disconviens pas. Je dis juste que moi, en tant que femme politique et en tant que parlementaire, je ne m'engage pas en politique de cette manière-là. J'essaye de construire. Je suis pas là, ce que je disais, je suis pas journaliste d'investigation. Moi, j'ai pas de temps à perdre à savoir où habite Monsieur Untel. Et nous allons Moi, j'ai laisser du Rachid temps Nekaz pour régler les répondre. problèmes des autres. Nous allons laisser Rachid Nekaz répondre. Alors maintenant, vous êtes la cible de tout le monde. Hein. Allez, D'abord, c'est bon. ça Ah non, mais c'est pas ma maintenant, cible, Nous, hein. nous aussi. Hein. Mais je Voilà. trouve que c'est bon signe. Voilà. Vous savez, je vais juste faire un petit rappel. Oui. Je suis un simple citoyen algérien. Je n'ai ni le mandat d'un maire, ni le mandat d'un député. Vous êtes président de parti. Mon agré. Vous avez été pas candidat encore. au présidentiel. Ils ne m'ont pas laissé aller jusqu'au bout. Donc, je tiens à faire ce rappel très important. Je n'ai aucun mandat, ni député, ni sénateur, ni ministre, ni conseil municipal, ni conseil de wilaya, rien. Mon watan, hadi. Wala kan. J'ai une expérience, j'ai une volonté et j'ai une détermination à toute épreuve. Je ne laisserai personne, j'ai bien dit personne, me menacer, m'intimider ou me faire des pressions pour arrêter ce combat que je considère un combat juste pour la mise en place d'un état de droit en Algérie, pour enlever la peur du cœur de nos citoyens algériens. Et je vais répondre très précisément à la question. Je n'ai jamais rencontré ni parlé au général Tawfiq. Jamais. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait depuis 99. Et j'insiste sur la date 99, car elle correspond à l'élection du président de la République, M. Bouteflika, qui est en train d'entamer son 4e mandat. Il n'y a plus eu d'assassinat politique en Algérie. C'est un Vous fait. pensez que c'est Je vais de son finir. fait à lui? Mais allez, il était quand même en charge des services secrets algériens. Quand on voit les assassinats politiques en 67-70 avec Belkacem Karimi, Mohamed Khidr, entre autres, ou Ali Bissi. Mais dans la en même logique, quand il y a 86, eu 250 000 morts, il était en charge aussi des mêmes services. Je parle C'est-à-dire que c'était lui qui... Je on finis applique mon la raisonnement. cette logique. Je finis mon raisonnement. Moi, je suis un légaliste. Moi, je compte. Allah yarhamoum, je commence à 99 parce que ça correspond au mandat du président actuel. J'ai aussi beaucoup de respect pour ce qu'il a fait afin que les appartements, par exemple, de M. Omar Habbour, l'ami intime de Shakib Khalil, qui dit qu'il est innocent alors qu'il est complètement impliqué dans les affaires de corruption entre la Sonatrach et la Saipem,
italienne. C'est grâce à lui que la justice italienne a mis en place ce mandat d'arrêt international et c'est grâce à lui que le juge français anticorruption, M. Van Rudbeck, a saisi les comptes bancaires et l'appartement de Omar Habour qui se trouve à 200 mètres de l'appartement de Rib Sellel. Donc là-dessus, je crois que je suis très clair. Maintenant, j'ai beaucoup étudié l'opposition algérienne depuis 1962 et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait échoué à prendre le pouvoir, pourquoi elle avait échoué à renverser ce régime. Et je crois que l'erreur qui a été faite, c'était de mettre tout le monde dans le même sac. Ma stratégie, c'est d'isoler ces 40 voleurs visibles, ceux qui ont l'autorité politique. Oui, mais vous oubliez Ali Baba. J'ai pas fini. Permettez-moi, c'est Jamal Eddine Benchano. Donc ma stratégie, c'est d'isoler ces 40 voleurs du reste des institutions algériennes. Je ne toucherai jamais aux institutions sécuritaires algériennes, que ce soit les services secrets dont on a besoin, la police dont on a besoin, la gendarmerie dont on a besoin, l'armée dont on a besoin, et je ne toucherai jamais à la diplomatie algérienne. C'est là où nichent les plus gros requins, les plus grands prédateurs, les grands fauves. C'est là, dans ce que vous venez de citer, dans les institutions sécuritaires, dans l'armée, dans la sécurité militaire, le DRS ou le DSS. Je ne le crois pas, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'opposition a toujours voulu mettre tout le monde dans le même sac que ces gens-là se sont ligués contre l'opposition, et c'est la raison pour laquelle M. Ahmed Layermou et M. Saïd Saadi ont toujours échoué à renverser le régime. Donc je crois qu'il est temps de faire un peu de stratégie politique, ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé afin de faire plaisir à la majorité du peuple algérien. Donc je ne toucherai jamais aux institutions Très bien. sécuritaires. Je vais laisser Hossein vous répondre, mais avant, nous allons écouter un petit extrait, un autre. قلت لكم نقول الحقيقة اليوم. وراء هذا العمل سي توفيق واللي ما حبش يفيق. هو المهماز وهو المنخاز وهو الحراز وهو أيضا اللي وراه يكتب في الرسالة ويبعثها باسم المجاهدين. هو وش يمثل؟ لازم نقول الحقيقة اليوم. يمثل راس حربة لضباط فرنسا. اسمعوا مليح. إذا نقول باللي ضباط فرنسا طاحوا سقطوا اللي راهنت عليهم فرنسا واللي جاوا في التسعينات انقلبوا على جبهة التحرير واللي داروا سياساتهم دارت الفتنة وجوعوا الناس دخلوا الإطارات للسجون كسروا المؤسسات وخوفوا الناس طاحوا هؤلاء ولم يبكوا عليهم من وراء البحر طاحوا وما كانش غير ضباط فرنسا كاين ضباط فرنسا كاين مجاهدي فرنسا كاين مناضلين فرنسا في جبهة التحرير وكاين مثقفي فرنسا في إطاراتها. ضباط فرنسا هم اللي سيروا المراحل الانتقالية هم اللي داروا هذه الأشياء اللي راه يرجع فيها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. Il leur fait tout endosser, heureusement, nous dit-il, qu'est venu le grand Moujahid Bouteflika. Hossein. Il est dans son rôle. Il appartient à un clan. Il défend Bouteflika. C'est tout à fait normal. Il est dans son rôle. Il est dans quel clan bon, Hossein, il est dans quel clan Quels sont les gens qui sont dans ce clan
Saïd, Gaïd, qui sont ces gens? C'est le clan de Bouteflika. Qui est dans le clan? C'est le clan. Saïd, c'est le frère du président. Et sinon? Gaïd Salah, il partage le pouvoir avec Bouteflika. Donc Ammar Saadani, c'est le porte-parole de ce clan. Mais je reviens à Ce que disait Rachid Nekez. Il a dit clairement, Rachid Nekez, pour lui, la police politique, c'est une institution. Les 23 000 disparus, c'est normal. 250 000. Non, mais attendez. Là, il ne faut pas. Attendez. Vous ne pouvez pas dire. J'ai bien dit 99. Donc, oui, mais depuis 99 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'assassinat politique? Non, répondez-moi. Qui a été tué de façon ciblée? De 1999. Non, attendez, je vous réponds. De 1999, je vous réponds. On a jeté et on jette encore des militants. Et c'est qui? C'est Toufik, c'est la police politique. Est-ce qu'il y a de l'assassinat politique? Répondez clairement à la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez, Toufik, il était responsable avant. Pourquoi vous situez le problème en 99? Je ne défends pas Bouteflika. Je l'ai dit, mais attendez. J'ai répondu. Je suis un légaliste. Non, Bouteflika n'est pas légal. Bouteflika n'est pas légitime, vous le savez. Et qui a ramené légaliste, j'ai dit. Légaliste. Il y a une différence entre légitime et légaliste. Je sais, on respecte les institutions. Merci. Vous savez bien, vous savez bien qu'il n'y a pas d'institution en Algérie, et que ce sont des formes, que les décisions sont prises ailleurs, et que ceux qui décident, ils se trouvent dans des casernes, ils se trouvent dans des centres. Ce n'est pas dans la présidence. Ce n'est pas dans le Parlement. Qui a changé la Constitution en février 2016? Qui a ramené Bouteflika? Je vous réponds. Qui a ramené Bouteflika en 99? Toufik. Qui a permis le deuxième mandat? Toufik. Qui a laissé Bouteflika changer la Constitution? Toufik. Et qui a soutenu Bouteflika jusqu'au bout? Toufik. Qui a changé la Constitution de février 2016? Répondez-moi s'il vous plaît. Mais ce changement, ça c'est Bouteflika. Mais le changement, qui a permis à quelqu'un qui est malade, qui n'a pas de légitimité, de se retrouver encore à la tête de l'État? C'est pas Toufik. C'est pas Toufik en 2004. Et on connaît tous. Mais je ne vous reproche pas votre choix politique. Vous avez le droit d'être en désaccord. Vous pensez que le changement en Algérie se fait à partir de ces institutions, je vous le dis, vous vous trompez. Depuis 1962, rien n'a changé. C'est quoi la solution? Non, on va laisser Shavia Mentaleshta répondre sur ce point, puis je reviens vers vous pour vous permettre de répondre. Très franchement, moi je suis un peu gênée parce que je pense que traiter d'un sujet aussi profond en un laps de temps, c'est pas très correct, je dirais, vis-à-vis du téléspectateur, parce qu'on survole des choses alors qu'il faudrait aller un peu plus loin. Il faudrait remonter au congrès de la Soumam, il faudrait remonter là pour voir pourquoi. Il faudrait une émission là où il y avait la primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire et le pouvoir de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Et c'est parce que justement on a eu tout ce cafouillage en 1962 qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc après mettre des noms sur des visages et dire c'est Toufik, c'est un tel ou un autre, peu importe finalement. Parce que ce qui est important, c'est comment on va permettre à cette Algérie de se construire autrement. C'est ça qui est important. Parce que quand Saadani dit « les officiers de la France ont assuré la transition », il est en train de nous dire que la transition c'est terminé, qu'on est déjà passé à autre chose. Alors que nous on dit non, c'est pas terminé. Il faut d'abord que ce système et que ce pouvoir en place soit complètement éliminé pour enfin construire une Algérie nouvelle. Les officiers de la France ont tout commis, et c'est grâce à Bouteflika qui est venu l'a mis un point d'arrêt à ça. Le problème c'est qu'il dit tout, il dit tout et son contraire. Et il ne se rend même pas compte des bêtises qu'il dit. Parce qu'enfin, on a un président de la République actuelle, après qu'il soit légitime, pas légitime, légal, pas légal, peu importe, c'est lui aujourd'hui qui est président de la République. Et qui a travaillé pendant 20 ans avec ces gens-là. Il savait bien d'où il venait, il ne les a pas découverts. Il a travaillé pendant 20 ans avec Belkhadem, il ne l'a pas découvert du jour au lendemain, ainsi que Toufik, ainsi que des tas d'autres. Donc je veux dire, finalement, Saadani dit quoi? Quand on veut être tordu et si on veut être Machiavel, il dit que Bouteflika a eu tort de régner de cette manière pendant 20 ans, c'est ça qu'il dit. Puisqu'il dit que tous les gens qui étaient avec lui sont aujourd'hui des traîtres à la nation. Donc ça pose une question, moi je lui renvoie la question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de s'arrêter franchement à ce Saadani, parce que
Aujourd'hui, c'est Saadani. Hier, c'était Belkhadem. Aujourd'hui, Saadani dénonce Belkhadem avec l'Ashkara. Saadani fait la même chose. Et si on continue dans ce système, le prochain, qui s'appelle Qaddour ou Mohamed ou Aliouet, il fera la même chose. C'est pas les hommes, c'est le système qui va mal. Et je vous arrête là parce que nous arrivons à la fin de l'émission, mais je vais laisser 2 minutes supplémentaires à Rachid Nekez pour répondre à Houssine. Je vous en prie. 2 minutes, pas plus. Oui, je vais être rapide, mais beaucoup moins. Non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut qu'on avance doucement. Je crois que si on dit que tout le monde est pourri, on n'arrivera à rien. On se fera plaisir, on fera plaisir au peuple qui va être content d'entendre qu'on dise oui, tout le monde est pourri, il n'y a rien à reprendre. Mais je crois que si on ne fait pas la différence entre le moins pire et le plus que pire, on ne va jamais amorcer l'ombre d'un changement en Algérie. Je crois qu'aujourd'hui, les pires, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les pires. Ceux qui ont le pouvoir civil, ceux qui reçoivent les ministres français, les présidents français, les présidents américains, ceux qui négocient des contrats, et notamment par exemple, en 2002, l'Algérie a donné 65% du gaz naturel d'Adrar à la France. Et c'est la raison pour laquelle depuis 17 ans, la France n'a jamais critiqué l'Algérie. Et la France répond aux pressions des ministres algériens pour me mettre en garde à vue aujourd'hui et peut-être demain en prison. Donc je crois il faut qu'on avance doucement. Je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. Je suis désolé, Houssine, je vois que vous. Juste pour leur dire que les 15 milliards bouffent l'armée que vous on est obligé d'interrompre. Elle bouffe 15 milliards de dollars par an. Merci à vous trois. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. J'aurais voulu qu'il y ait plus de temps pour cette émission, mais nous y reviendrons, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Merci.